Alors bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va essayer de vous présenter un exercice qui permet le calcul du champ électrique et potentiel électrostatique créé par une sphère chargée en surface. Alors on passe à l'énoncé de l'exercice. Alors soit une sphère de centre O, alors de rayon grand R portant une charge Q positive. Alors la distribution elle est surfacique, positive et uniforme comme le montre cette figure. Alors première question. Choisir une surface de Gauss convenable et indiquer les raisons de choix. Deuxième question, calculer à l'aide du théorème de Gauss le champ électrostatique E pour les deux cas, R supérieur à grand R et R est inférieur à grand R avec OM égale à petit r. Alors le point M, ça peut être à l'extérieur de la sphère comme ça peut être à l'intérieur de la sphère. Troisième question, en déduire le potentiel électrostatique pour les deux cas, R supérieur à grand R et R inférieur à grand R. Et finalement, tracer E et V en fonction de R. Alors donc, on passe à la première question, choisir une surface de Gauss convenable et indiquer les raisons du choix. Alors comment on peut choisir une surface de Gauss? Alors donc, première chose à faire, c'est choix de coordonnées. Et après, il faut faire une étude d'invariance et de symétrie. À partir de l'étude d'invariance et de symétrie, on peut déduire la surface de Gauss. Alors donc, première question, choix de coordonnées. Alors ici, le système est une sphère. Donc la sphère, elle présente une symétrie sphérique. Donc les coordonnées sphériques sont les plus adaptées, les plus convenables, les plus adéquates pour l'étude de système. Alors donc ici, c'est coordonnées sphériques. Coordonnées sphériques. R, θ et phi de base ER, Eθ et E de phi. Alors, en coordonnées sphériques, donc comme vous le savez, le point M il est porté par le vecteur ER. Donc ici, c'est le vecteur E de R. Alors le vecteur Eθ, donc ça peut être, il est perpendiculaire à EM, donc on ne va pas l'utiliser. Donc ici, je vais le présenter ici, ER, ça c'est Eθ, et E de phi, il est comme ça. Donc ER et Eθ sont dans le plan vertical, ça c'est le point M. E de phi, c'est un vecteur, c'est un vecteur qui est entrant. Donc ER, Eθ et E phi, ça constitue une base orthonormée directe. Alors donc on va passer donc à l'étude de l'invariance. Alors donc la distribution de charge elle est invariante pour toute rotation de θ et phi autour du point O ou autour de tout axe passant par le point O. Donc la distribution de charge, est invariante, distribution de charge, donc est invariante pour toute rotation, des angles θ et phi, donc de θ et phi autour du point O ou autour du point O, centre de la sphère, ou autour de tout axe passant par le point O. Alors ça implique que, alors donc je vais effacer ici.
Alors, donc, ce qui implique que sigma de R, θ et phi est égal à sigma R. Ça veut dire que la distribution de charge ne dépend ni de θ ni de phi, et ne dépend que de la variable R. Alors, j'explique. Alors, si vous prenez par exemple un point P, alors de la sphère, sur la surface de la sphère, vous faites une rotation de θ ou de phi, on va se trouver, on a notre point P', une rotation par exemple par rapport au point O, on va se trouver en un point P'. Les points P et P', ils portent la même distribution de charge. Donc, on dit que la distribution de charge est invariante pour toute rotation de θ et de phi. Ça veut dire que sigma R θ phi égale à sigma R. Et par conséquent, je peux écrire que le champ E de M, qui est égal à E de R θ phi, alors également, ne va dépendre que de la variable R. Alors donc, on va passer à l'étude de symétrie. Étude de symétrie. Alors donc, pour l'étude de symétrie, alors le cas le plus facile, c'est de trouver un plan d'antisymétrie. Car s'il existe un plan d'antisymétrie qui passe par le point M, alors le champ il est perpendiculaire, orthogonal à ce plan-là. Or ici, la distribution de charge elle est toute positive sur toute la sphère. Donc, il est impossible de trouver un plan d'antisymétrie, car pour trouver un plan d'antisymétrie, il faut que la sphère elle contient à la fois des charges positives et négatives, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, il n'y a aucun espoir de trouver un plan d'antisymétrie. Il faut donc passer à la recherche d'au moins deux plans de symétrie de la distribution de charge qui passent par le point M. Alors donc, pour chercher les deux plans, on va premièrement éliminer le plan qui ne passe pas par le point M. Alors ici, donc, vous voyez le point M, il est porté par le vecteur ER. Donc, le plan qui ne passe pas par le point M, c'est le plan qui ne contient pas, bien sûr, ER. Donc, c'est le plan Eθ et E de phi. Donc, les deux autres plans sont des plans de symétrie de la distribution de charge. Alors, donc, soit donc P1 qui est égal à M. M, ça veut dire qu'il passe par le point M, ER, Eθ et P2 qui est égal à M, ER, E de phi, deux plans de symétrie de quoi? De la distribution de charge. Deux points de symétrie de la distribution de charge. Distribution de charge. Alors, ça veut dire ici que deux plans contenant le vecteur EM, c'est un plan de symétrie de la distribution de charge. Alors, donc, ceci implique que, donc ici, les deux plans, ils passent par le point M, donc ça veut dire que P1, c'est un plan symétrique qui passe par le point M. Alors, donc, par définition, donc le champ, il appartient E, il appartient à P1. Alors, de même, P2, c'est un plan de symétrie de la distribution de charge qui passe par le point M. Donc, par définition, E, il appartient à P2. Alors, E appartient à P1, P2, ça veut dire que E, il appartient à l'intersection de P1 et P2. Ça implique que E de M égale à, donc l'intersection, donc c'est l'intersection de ces deux plans-là, donc ça veut dire que le champ il est porté par le vecteur ER. Donc d'après l'étude de l'invariance, EM est égal à ER, donc fois le vecteur ER. Alors ici, le champ il appartient à P1, ça veut dire que la composante suivante E phi égale à 0. E il appartient à P2, ça veut dire que la composante suivante Eθ égale à 0. Donc la seule composante terrestre, c'est ER. Donc ça confirme bien l'intersection des deux plans. Alors donc, à partir de cette relation-là, ou cette expression, on va déduire la surface de Gauss. Alors ici, ça, EM égale à ER. ER, le champ, il ne dépend que d'une seule variable, c'est la variable R, et il est porté par
un seul vecteur. Donc ça, ce qu'on appelle, c'est la forte symétrie ou la haute symétrie. Forte ou haute symétrie. Alors dans ce cas-là, on peut appliquer le théorème de Gauss. Donc pour appliquer le théorème de Gauss, il faut premièrement déterminer la surface de Gauss. Alors comment on va déterminer la surface de Gauss? Alors donc la surface de Gauss, elle est déterminée de telle manière que l'intégrale de E scalaire ds, qui est égale à la sommation de QI sur epsilon 0, soit facile à calculer. Et ça, c'est le théorème de Gauss. Donc, ça veut dire ici, à travers S, la surface de Gauss. Donc, la surface de Gauss est déterminée de telle manière que cette intégrale soit facile à calculer. Alors, le cas le plus facile, ça correspond à E parallèle à ds. Donc, E parallèle à ds. Or, l'étude de l'invariance ici a montré que E, il est porté par ER. Donc, E égale à ER fois ER. Donc, ce qui implique que ds également égale à ds fois ER. Donc, ds égale à ds fois ER, ça veut dire que ici, ça va être ds. Alors, je vais l'écrire en bleu. Donc, ça, c'est le vecteur. Premièrement, ça, le champ E, il est porté par ER. Et je vais écrire ds également. En rouge, ça, c'est ds. Donc, ds, il est porté par le vecteur ER. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le vecteur ds, il est toujours perpendiculaire à la surface S. Donc, alors qu'est-ce qu'on sait? Que, alors S, ou bien ds, il est toujours perpendiculaire à la surface. Par exemple, ça c'est la surface de ce tableau-là, c'est S, ds, elle est comme ça. Donc, toujours, ds est toujours perpendiculaire à S. Or, ici, la perpendiculaire à ds, donc on va chercher une surface S telle que S, elle est perpendiculaire à ds. Alors, la perpendiculaire à ds, ça veut dire la perpendiculaire à ER ne peut être qu'une sphère de centre O et de rayon OM qui est égal à petit r. Donc, voilà, ça c'est la surface de Gauss. Et voilà. Donc ça, c'est OM, le rayon. OM égale à R. Voilà, ça c'est le rayon. Alors donc, ce qui implique que on choisit, écrire le noir, alors on choisit comme surface de Gauss, une sphère de centre O de rayon OM qui est égal à petit r. Alors, donc, la surface de Gauss, toujours, il doit contenir le point M, il doit passer par le point M. Et bien sûr, également, et pour laquelle, alors on a toujours E de R est constant. Donc, le champ E de R, il est constant sur la surface de Gauss. Et voilà. Donc, ça, c'est la réponse. Première question. Alors, on va passer à la deuxième question. C'est déterminer le champ électrique en utilisant le théorème de Gauss pour les deux cas, R supérieur à grand R et R inférieur à grand R. Alors, le cas ici, R inférieur à grand R. Donc, je vais la représenter ici également par le bleu. Choisir par exemple,
le point M, il est ici. Donc voilà, ça c'est... Donc ça c'est OM est égal à R. Alors ça c'est le deuxième cas. Ça correspond à R inférieur à grand R. Et ça correspond à R supérieur à grand R. Donc j'efface ici. Alors donc deuxième question. Calcul du champ électrique ou électrostatique en utilisant le théorème de Gauss. Alors donc, qu'est-ce qu'il dit le théorème de Gauss? Alors l'intégrale double de E scalaire ds à travers une surface de Gauss SC fermée est égale à la sommation de QI sur epsilon 0. E, c'est le champ électrique à déterminer. ds, c'est le vecteur normal à la surface de Gauss, comme le montre la figure. La sommation de QI, ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss, epsilon 0, et la constante diélectrique dans le vide. Alors donc, on va commencer premièrement par l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss qui est fermée. Alors cette intégrale, elle est commune. Donc, son résultat, il est le même pour les deux cas, R supérieur à grand R ou R inférieur à grand R, ça veut dire lorsque le point M est à l'extérieur de la sphère ou à l'intérieur de la sphère. Pourquoi? Parce que toujours OM, c'est petit r. Alors donc l'intégrale de E scalaire ds travers la surface de Gauss est égale. Alors je remplace l'expression en l'étude de l'invariance et de symétrie à montrer que égale à ER selon ER. ds également c'est ds scalaire ER. ER scalaire ER c'est 1. Donc il est égal, donc l'intégrale, ici ça donne ER fois ds. Or ER il est constant sur la surface de Gauss, donc je peux le faire sortir de l'intégrale. Donc c'est ER l'intégrale de ds travers la surface de Gauss qui est égale donc à ER fois la surface de Gauss. Or, la surface de Gauss, il est de rayon petit r. Alors, donc, la surface des sphères de rayon petit r égale à 4πr carré. Donc, c'est ER fois 4π fois r carré. Alors, on peut calculer l'intégrale ds en utilisant les coordonnées sphériques. Alors, l'intégrale de ds est égale à l'intégrale ici, m il est fixe, donc r il est constant. Donc pour r qui est constant, ds égale à r carré sinus θ dθ fois d de phi. Alors r est le constant, donc je peux le faire sortir de l'intégrale. C'est r carré, l'intégrale sinus θ dθ, l'intégrale d de phi. Phi ça varie entre 0 et 2π. Et θ entre 0 et π. Et voilà, donc ça donne surface de Gauss. Alors ça donne, donc c'est r carré. L'intégrale sinus θ, c'est moins cos θ entre 0 et π fois phi entre 0 et 2π. Alors l'intégrale, donc c'est cos de π, c'est moins 1 avec le moins. Donc ça donne 1. Moins, ça donne plus que 0, c'est 1. Donc 1 plus 1, ça donne 2. 2 fois 2π, c'est 4π fois 4r carré. Donc égal à 4π fois r carré. Alors on trouve donc le même résultat que celui-là. Alors donc on va passer au calcul de la charge qui se trouve à l'intérieur, la sommation de QI. Alors donc pour déterminer la sommation de QI, on va distinguer deux cas. Donc la sommation de QI, pour calculer la sommation de QI, alors on distingue deux cas, Alors deux cas, R
supérieur à grand R et R inférieur à grand R. Alors, on va commencer par le cas le plus facile, c'est R inférieur à grand R. Alors donc, premier cas, c'est pour R inférieur à grand R. Alors pour R est inférieur à grand R, comme vous voyez, la sommation de QI, ça désigne quoi? Ce sont les charges qui sont localisées à l'intérieur de la surface de Gauss. Or, à l'intérieur ici, il n'y a pas de charge, donc la sommation de QI égale à 0, car les charges se repartissent uniquement sur la sphère de rayon grand R. Donc ici, pour R, alors donc, il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge. Il n'y a pas de charge à l'intérieur. Il n'y a pas de charge à l'intérieur de la sphère. À l'intérieur de la sphère de rayon OM égale à petit r. Alors ceci implique que la sommation QI sur I égale à 0. On va passer au deuxième cas. Donc, deuxième cas, c'est le cas pour R supérieur à grand R. Alors, pour R supérieur à grand R, ça veut dire le point M, il est ici. Ça correspond à ce cas-là. Donc, ça, c'est la surface de Gauss, de rayon OM égale à petit r. Donc, la sommation de QI, c'est quoi? Ce sont les charges qui sont localisées à l'intérieur de cette surface-là qui est désignée par le bleu. Donc, ici, il n'y a rien. Donc ici, les charges qui se trouvent à l'intérieur sont les charges Q qui sont localisées sur la sphère de rayon grand R. Donc, les seules charges qui existent à l'intérieur de la surface de Gauss pour le cas R supérieur à grand R, c'est la charge Q. Donc ici, ça implique que directement la sommation de QI égale à Q. Et voilà. Alors donc ici, alors pour R est inférieur à grand R, alors désolé ici, normalement, je dois traiter ici le champ. Alors la sommation de Q est égale à 0, donc je vais appliquer le théorème de Gauss. Alors donc l'intégrale de E scalaire ds, alors est égale donc à, ici pour ce cas-là, égale la sommation de QI sur epsilon 0, est égale à la sommation de QI sur epsilon 0, implique que, alors E c'est ER fois 4pi r carré égale à 0. Alors ceci implique que le champ E de R égale à 0. Et voilà. Alors je passe au deuxième cas, c'est donc pour R supérieur à grand R, on a dit que la sommation de QI égale à 0, est égale à Q. Donc ce qui implique que ER fois 4pi r carré égale à Q sur epsilon 0. Donc je peux déduire ici le champ ER égale à Q sur 4pi epsilon 0 fois r carré. Alors donc pour résumer, alors le champ ER donc est égal à 0 pour R inférieur à grand R est égal à Q sur 4pi epsilon 0 fois r carré. Alors on peut écrire cette expression sous une autre forme. On sait que la charge Q, c'est l'intégrale de sigma fois ds à travers la surface S de rayon grand R. Sigma, il est uniforme. Donc c'est donc si sigma l'intégrale de ds est égal à sigma fois S. Or S, c'est la surface de rayon de la sphère de rayon grand R. Donc il est égal Q égale à sigma. Alors S, c'est 4pi r carré. C'est 4pi fois r carré. Alors, ce qui implique qu'on peut écrire que le champ ER,
qui est égal à Q, je remplace Q fois sigma fois 4pi r carré sur 4pi epsilon 0 fois petit r carré. Donc on simplifie par 4pi, donc implique que ER, alors il est égal à sigma r carré sur epsilon 0 fois petit r carré. Alors donc ici ça donne Q, je peux l'écrire sous cette forme-là, sigma r carré sur epsilon 0 fois r carré. Alors donc on passe troisième question. Alors on passe calcul de potentiel électrostatique. Calcul de potentiel électrostatique. Calcul de potentiel électrostatique. Et voilà. Alors donc la relation qu'il est le potentiel électrostatique et le champ électrique, il est donné par E égale à moins gradient de V. Alors en coordonnées sphériques, donc on sait que les déplacements élémentaires d'OM, alors c'est dr ER plus R dθ Eθ plus R sinus θ d phi fois E de phi. Alors donc ici on peut écrire le gradient de V. Alors gradient de V c'est, on peut l'écrire c'est D sur dr fois le vecteur. Alors V, j'ajoute V fois E de R plus la dérivée d de V sur R dθ fois Eθ plus la dérivée de V sur R sinus θ, R sinus θ d de phi fois E de phi. Alors donc, alors on sait que, alors l'étude de l'invariance, alors en faisant l'étude de l'invariance, on a trouvé que étude de l'invariance, alors il a donné que sigma de R θ phi égale à sigma R. Alors donc comme on l'a fait pour le champ électrique, le champ ne dépend que de la variable R, alors également pour le potentiel, c'est pareil. Alors au champ électrique, donc V de M qui est égal à V de R θ phi, alors égal à V de R. Donc le potentiel électrostatique ne dépend que de la variable R. Alors ceci implique que donc, la dérivée de V par rapport à θ égale la dérivée de V par rapport à phi égale à 0. Donc ça veut dire que ce terme-là égale à 0. Dérivée de phi sur d phi c'est 0. Dérivée de v sur dθ qui est 0. Et qu'est-ce qu'il reste? Gradient de v égale à dv sur dr. Et par conséquent, ça implique que alors E de m c'est ER fois ER. Donc, il est égal à moins dv sur dr fois ER. Or, ici, comme v ne dépend que d'une seule variable, on peut remplacer ce d-là par le d droit. Donc, ça implique que ER égale à moins dv sur dr. Ça implique que dv égale à moins ER fois dr, d'où v c'est l'intégrale de moins ER fois dr. Alors donc on va distinguer les deux cas.
Donc, pour R est inférieur à grand R, le champ il est nul. Donc, si le champ il est nul, dV égale à 0. Si dV égale à 0, ça veut dire que le potentiel V il est constant. Donc, on va distinguer deux cas. Alors, donc, premier cas, c'est lorsque R est inférieur à grand R. Alors, on a E égale à 0. Alors, ceci implique que c'est E égale à 0. Alors, ceci implique que dV égale à 0. Et par conséquent, V, potentiel, il est constant. Alors, égal à une constante K1. Alors, je passe au deuxième cas. R supérieur à grand R. Alors, le champ, il est donné par cette expression. Donc, on a V, c'est moins l'intégrale ER dR. On va remplacer ER, Q sur constante, 4Pi epsilon 0 sur constante, avec un signe moins, 4Pi epsilon 0, l'intégrale dR sur R carré. L'intégrale de dR sur R carré, c'est moins 1 sur R, avec le moins, ça donne plus. Donc, CQ sur 4Pi epsilon 0 R. Comme il n'y a pas de bornes d'intégration, j'ajoute une constante K2. Alors, donc ici, V égale à K1 et V égale à Q sur 4Pi epsilon 0 R plus K2 lorsque R supérieur à grand R. Donc, il faut déterminer les constantes K1 et K2. Alors, comment on va déterminer les constantes K1 et K2? On commence par le KR supérieur à R. On sait que à l'infini, il n'y a pas de charge, donc le potentiel est égal à 0. Donc, je peux écrire que V, lorsque R tend vers l'infini, égale à 0. Je remplace. Q sur 4Pi epsilon 0, ici 1 sur l'infini, c'est 0. Ça implique que K2 tend vers 0. Et par conséquent, ceci implique que VR alors égal à Q sur 4Pi epsilon 0 fois petit r. Voilà, donc il reste à déterminer K1. Alors, comment on va déterminer K1? Alors, K1 sera déterminé par la continuité de potentiel à la traversée de la surface chargée. Alors, ça, c'est la sphère. Donc, ça, c'est le rayon R. Vous avez deux régions, la région R supérieure à grand R et la région R inférieure à grand R. Ça veut dire que c'est la surface interne de la sphère. Donc, à la traversée de la surface chargée, ça veut dire pour R égale à grand R, le potentiel dans la région 2 égale le potentiel dans la région 1. Ça veut dire que, alors donc V, on va écrire que V est continu à la traversée de la surface chargée. La surface définie par de la surface chargée, la surface de la sphère chargée, ça veut dire définie par R égale à R. Alors ici, juste pour information que, alors pour le potentiel, il est toujours continu, quel que soit le type de la distribution. Linéique, surfacique ou volumique. Par contre, pour le champ électrique, il n'est continu que lorsque la distribution est volumique. Donc, il est discontinu lorsque la distribution est linéique ou surfacique. Par contre, le potentiel il est continu pour les trois types de distribution de charge linéique, surfacique et volumique. Alors, donc ici, ça veut dire que V de R moins égale à V de R plus. Alors, V de R moins, ça correspond à le cas R est inférieur à grand R, avec R qui s'approche de grand R. V de R plus, ça veut dire que R, c'est le cas de la région de R supérieur à grand R, et R s'approche de R. Alors, donc, on va remplacer. Alors, pour R est inférieur à grand R, V, est constant égal à Q1. Et pour R supérieur à grand R, VR égale à Q sur 4Pi epsilon 0 fois R. Alors, pour résumer, donc VR égale à Q
sur 4pi epsilon 0 R, pour R est inférieur à grand R, égale à Q sur 4pi epsilon 0 petit r pour R supérieur à grand R. Alors donc, on va passer quatrième, dernière question. Donc, traçage A, sage de ER et V de R. Alors, je commence par le champ électrique E. Voilà. Alors, ça, c'est ER. Ça, c'est R. Ça, c'est le 0. Ça, c'est le grand R. Alors, pour R inférieur à grand R, c'est 0. Donc, voilà. Donc, c'est 0. Donc, le champ est égal à 0. Voilà. Pour R supérieur à grand R, c'est sigma R carré sur epsilon 0 R carré. Alors, pour R égale à grand R, ça donne R carré sur R carré, c'est 1. Donc, ça donne c'est sigma sur epsilon 0. Donc, ici, pour le deuxième cas, donc ça donne 6 sigma sur epsilon 0. Et lorsque R tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc ça donne c'est 0, comme ça. Ça va vers infini. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que lorsque R tend vers grand R, le champ est égal à 0. Lorsque R tend vers R moins ici, le champ s'attend vers 0. Lorsque R tend vers R plus, le champ s'attend vers sigma sur epsilon 0. Donc, ça montre que le champ il est discontinu à la traversée de la surface chargée définie par R égale à grand R. Alors, donc, il est discontinu. Cette discontinuité, il vaut la différence, le champ E de R plus moins E de R moins qui est égal à sigma sur epsilon 0 moins 0 qui est égal à sigma sur epsilon 0. Donc ça, c'est la discontinuité de champ à la traversée de la surface chargée. Alors ça, c'est delta E de champ qui est égal à sigma sur epsilon 0. Alors donc, on peut écrire que le champ électrique est discontinu à la traversée de la surface chargée. Ça veut dire la surface définie par R égale à grand R. Alors, de discontinuité delta E qui est égal à sigma sur epsilon 0. Alors, donc, on passe à la représentation de V de R. Alors, représentation de V de R. Donc, ça, c'est... Voilà. Et voilà. Ça, c'est VR. Ça, c'est grand R, 0. Et ça, c'est petit r. Alors, VR égale à Q sur 4P epsilon 0 R lorsque R est inférieur à grand R. Ça veut dire que cette valeur-là, elle est constante. Donc, quelle que soit la valeur de R, mais dans l'intervalle 0 grand R, VR égale à le potentiel est constant et il vaut Q sur 4P epsilon 0 fois R. Donc, ici jusqu'au... Ici. Donc, la valeur, c'est
CQ sur 4P epsilon 0 fois R. Donc voilà, ça c'est le potentiel, il est constant et vaut cette expression. Alors ici, pour le deuxième cas, R supérieur à grand R, si je mets R égale à grand R, on trouve toujours Q sur 4P epsilon 0 fois R. Ça montre que le potentiel, il est continu à la traversée de la surface chargée. Lorsque R tend vers l'infini, 1 sur l'infini, c'est 0. Donc voilà, ça donne ça. Donc ça, c'est pour R inférieur à grand R, et ça, c'est pour R supérieur à grand R. Alors, comme vous voyez ici, le potentiel, il est continu au point R. Okay? Donc, il n'y a pas de discontinuité. Donc, le potentiel, il continue à la traversée de la surface chargée. Alors, merci pour votre attention.